Contentez-vous de ces restes, pauvres mendiants. C'est tout ce que vous savez faire. Ramasser mes miettes. Tout le monde ici est mon esclave, même toi le chef. Dieu, rendez ces misérables villageois encore plus pauvres et rendez-moi encore plus riche. Même cet idiot de roi doit me respecter dans ce village. Prenez autant que vous pouvez. J'en ai assez. Ça ne va jamais finir. Aidez-nous s'il vous plaît, pitié. Même une graine de riz et une goutte d'eau. En ville, il y avait un nom que tout le monde prononçait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Toby. On disait qu'il ne dormait jamais vraiment, qu'il voyait des opportunités là où les autres ne voyaient que des risques, et que sa réussite n'avait rien de normal tant elle était rapide, brutale et écrasante. Au début, Toby n'était qu'un commerçant parmi tant d'autres, installé dans un coin discret du marché, vendant avec patience et intelligence, observant les habitudes des clients, apprenant à connaître les failles du système et les faiblesses de ses concurrents. Il souriait peu, parlait encore moins, mais regardait beaucoup. Les anciens du marché se souvenaient encore de lui à cette époque-là. Un homme calme, déterminé, qui ne faisait pas de bruit, mais dont les décisions étaient toujours précises, presque calculées à l'avance. Il ne perdait jamais d'argent. Même quand tout semblait s'effondrer, il trouvait toujours un moyen de sortir gagnant. Puis, un jour, quelque chose changea. Personne ne sut dire exactement quand, mais à partir de ce moment, sa progression devint fulgurante. Ses ventes doublèrent, puis triplèrent. Ses produits envahirent les étals. Ses clients affluèrent, attirés par des prix étrangement compétitifs et une qualité constante. Là où les autres hésitaient, Toby avançait sans peur, comme s'il connaissait déjà l'issue de chaque décision. Les commerçants commencèrent à perdre du terrain. Certains tentèrent de s'adapter, de copier ses stratégies, de comprendre ses méthodes. Mais rien ne fonctionnait. Chaque tentative semblait les enfoncer davantage, tandis que Toby, lui, continuait de s'élever. Il ouvrit une boutique plus grande, puis une autre, puis encore une autre. En quelques mois, son nom devint incontournable. Il ne négociait plus, il imposait. Il ne suivait plus le marché, il le dominait. Les clients venaient de loin pour acheter chez lui, abandonnant les autres commerçants sans même se retourner. Les ruelles autrefois animées autour des petits vendeurs commencèrent à se vider, lentement mais sûrement. Au début, on parla de talent, puis de chance, mais très vite, ces mots ne suffirent plus. Car il y avait quelque chose d'inexplicable dans cette réussite, quelque chose qui échappait à la logique. Les concurrents les plus expérimentés, ceux qui avaient survécu à des crises, à des pénuries, à des années difficiles, commencèrent à tomber les uns après les autres. Certains fermèrent leurs boutiques en silence, d'autres partirent, ruinés, sans même comprendre ce qui leur arrivait. Et à chaque chute, Toby grandissait. Sa richesse devenait visible, ses vêtements changeaient, ses déplacements devenaient plus luxueux. Son mode de vie s'élevait à une vitesse presque irréelle. Mais ce qui troublait le plus, c'était son regard. Il n'exprimait pas la joie habituelle des hommes qui réussissent. Il n'exprimait pas non plus la fierté. C'était un regard calme, stable, presque froid, comme s'il savait déjà que tout cela lui appartenait. Comme si tout était prévu. En ville, les murmures commencèrent, discrets au début, puis plus insistants. Certains disaient qu'il avait des relations puissantes, d'autres parlaient d'investissements secrets. Mais il y avait aussi ceux qui chuchotaient autre chose, quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'on ne disait jamais à voix haute. Pendant ce temps, loin de la ville, le village d'origine de Toby commençait à changer, lentement, presque imperceptiblement. Les récoltes devenaient moins abondantes, les sols semblaient moins fertiles, les pluies arrivaient en retard, ou pas du tout. Les hommes travaillaient dur, mais les résultats n'étaient plus les mêmes. Les femmes vendaient moins, les enfants mangeaient moins. Ce n'était pas une catastrophe brutale, c'était une lente descente, une fatigue collective, comme si quelque chose était en train de s'épuiser. Au début, personne ne fit le lien. Pourquoi le ferait-il? La ville et le village semblaient vivre deux réalités différentes. Mais avec le temps, les contrastes devinrent trop visibles. Plus Toby devenait riche, plus le village semblait perdre quelque chose d'invisible, quelque chose d'essentiel. Les anciens commencèrent à remarquer. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils observaient, ils comparaient, ils se souvenaient. Et ce qu'ils voyaient ne les rassurait pas, car ils savaient que dans la vie, tout est équilibre. Et quand un côté s'élève trop vite, c'est souvent que l'autre est en train de payer. Pendant ce temps, Toby atteignait un niveau que peu pouvaient imaginer.
Il possédait désormais des maisons en ville, des terrains, des véhicules luxueux. Son nom ouvrait toutes les portes. Les gens le respectaient, mais certains le craignaient, car il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa manière de réussir, quelque chose de trop parfait, trop constant, trop précis. Il ne faisait jamais d'erreur, jamais. Même les opportunités les plus risquées devenaient des succès entre ses mains. Et cela n'était pas naturel. Un jour, un ancien commerçant ruiné murmura une phrase qui resta dans les esprits. « Il ne gagne pas, il prend ». Personne ne répondit, mais personne n'oublia. Au village, la situation continuait de se dégrader. Les discussions devenaient plus sérieuses, les inquiétudes plus visibles. Certains commencèrent à se demander si ce qui arrivait était simplement dû à la malchance, ou s'il y avait autre chose, une cause, invisible, mais réelle. Et dans ce silence chargé de doutes, un fait continua à étonner tout le monde. Malgré sa richesse immense, malgré sa vie en ville, malgré tout ce qu'il possédait, Toby n'avait jamais oublié le village. Chaque semaine, toujours le même jour, sa voiture apparaissait sur la route poussiéreuse, toujours à la même heure, toujours avec la même précision. Il descendait, calme, impeccable, et contrairement à ce que certains attendaient, il ne venait pas se montrer, il ne venait pas impressionner, il venait donner. Des sacs de nourriture, de l'argent, des aides. Au début, le village fut ressoulagé, puis reconnaissant, puis dépendant. Car plus la situation devenait difficile, plus ces dons devenaient nécessaires. Et peu à peu, une nouvelle habitude s'installa. Attendre Toby, compter sur lui, espérer sa venue, sans se poser de questions, sans chercher à comprendre. Mais derrière cette générosité apparente, quelque chose restait étrange, quelque chose que personne ne voyait encore, quelque chose qui ne se produisait pas le jour, mais la nuit. Car une fois les dons terminés, une fois les sourires affichés, une fois les regards rassurés, Toby ne repartait pas immédiatement. Il attendait, silencieusement, que le village s'endorme. Et lorsque le dernier bruit disparaissait, lorsque les lumières s'éteignaient, lorsque le silence recouvrait tout, alors seulement il se levait, seul, discret. Et dans l'ombre, il prenait une direction que personne ne soupçonnait encore, vers un endroit oublié, vers un lieu ancien, vers un point d'eau que le temps avait presque effacé. Et c'est là, dans le noir, que commençait une autre réalité. Chaque semaine, le retour de Toby devenait un événement attendu, presque ritualisé, comme si tout le village s'était ajusté à son rythme sans même s'en être rendu compte. Dès l'aube, certains guettaient déjà la route poussiéreuse, espérant voir apparaître la silhouette familière de sa voiture brillante. Lorsqu'il arrivait, tout s'arrêtait. Les conversations se suspendaient, les enfants accouraient, les adultes se redressaient. Ce n'était plus simplement un homme riche qui revenait chez lui, c'était devenu une présence dont dépendait désormais une grande partie de la vie du village. Toby descendait toujours avec la même posture calme, le regard posé, presque distant. Il saluait peu, parlait peu, mais agissait beaucoup. Derrière lui, les sacs étaient déchargés, alignés avec précision, comme si chaque geste avait été répété des dizaines de fois. Il distribuait sans hésiter du riz, de l'huile, des vêtements, parfois même de l'argent liquide. Les mains se tendaient, les regards s'illuminaient, et pendant un instant, les difficultés semblaient disparaître. Au début, les villageois ressentaient de la gratitude, une reconnaissance sincère, presque émue. Toby apparaissait comme un sauveur, un fils du village revenu pour aider les siens à survivre. Mais avec le temps, quelque chose changea. La gratitude se transforma lentement en attente, puis l'attente en dépendance. Certains commencèrent à moins travailler leurs champs, d'autres laissèrent leurs activités ralentir. Pourquoi se fatiguer quand une aide régulière arrivait chaque semaine, sans condition apparente? Les discussions évoluèrent. On ne parlait plus seulement de Toby comme d'un bienfaiteur, mais comme d'une solution. Il va venir, attendons sa visite, on verra avec lui. Sans s'en rendre compte, le village se mit à respirer à travers ses dons. Et Toby, lui, ne disait rien. Il continuait, calme, régulier, imperturbable. Mais derrière cette générosité apparente, certains détails commençaient à déranger. Les anciens observaient. Ils notaient que Toby ne restait jamais vraiment longtemps pendant la journée. Il distribuait, écoutait brièvement, puis se retirait dans la maison familiale ou restait en retrait, comme s'il attendait quelque chose.
Il ne partageait pas les repas, il ne riait pas avec les autres, il ne s'immergeait jamais complètement dans la vie du village. C'était comme s'il était présent, mais ailleurs en même temps. Et surtout, il ne repartait jamais immédiatement. Il restait, toujours, jusqu'à la nuit. Au début, cela ne semblait pas étrange. Après tout, il pouvait vouloir se reposer, passer du temps en silence, se couper du bruit de la ville. Mais certaines nuits, des personnes disaient l'avoir aperçu. Une silhouette, marchant seule, tard, très tard. Au début, ces histoires furent ignorées. On les attribua à l'imagination, à la fatigue, aux ombres. Mais les récits se répétèrent, toujours les mêmes détails. Une marche lente, un déplacement discret, une direction précise, vers l'extérieur du village, vers un endroit que peu fréquentaient encore, le Marigot, un ancien point d'eau, entouré d'arbres, silencieux, presque abandonné depuis que d'autres sources avaient été privilégiées. Un lieu que les anciens respectaient encore, mais que les jeunes évitaient, sans vraiment savoir pourquoi. Un soir, une vieille femme affirma avoir entendu des murmures. Pas des voix normales, des paroles basses, répétitives, comme une prière ou autre chose. Elle n'insista pas, mais son regard avait changé. Les jours passaient et les doutes grandissaient. Certains commencèrent à relier les choses, la richesse de Toby, la pauvreté du village, sa générosité, ses absences nocturnes, mais personne n'osait parler ouvertement, car malgré tout, il dépendait de lui. Et cette dépendance créait un silence lourd, un silence qui empêchait les questions de devenir des accusations. Pendant ce temps, Toby continuait ses visites, toujours identiques, toujours précises, comme un cycle qu'il ne pouvait pas briser. Le jour, il donnait, la nuit, il disparaissait, et personne ne le suivait. Pas encore. Jusqu'à ce soir-là, un soir comme les autres en apparence. Le village s'endormait lentement, les bruits s'éteignaient, les lumières disparaissaient une à une. La nuit enveloppait tout. Et comme à son habitude, Toby attendit. Il attendit que le silence soit complet, que plus aucun regard ne puisse le surprendre. Puis il se leva, doucement, sans bruit. Il sortit et marcha, toujours dans la même direction, toujours vers le Marigot. Mais cette fois, quelqu'un était réveillé. Un enfant, le fils de la voisine, sortit discrètement pour uriner, encore à moitié endormi. Il leva les yeux et vit une silhouette qu'il reconnut immédiatement. C'était Toby, mais ce n'était pas le Toby du jour, ce n'était pas l'homme riche, sûr de lui, entouré d'admiration. C'était un autre Toby, plus sombre, plus discret, presque furtif. L'enfant resta immobile, son cœur battait vite. Quelque chose en lui disait de rentrer, mais une autre chose, plus forte, le poussa à rester, à observer, puis à suivre, sans bruit, sans réfléchir, pas à pas, dans l'ombre, vers le Marigot, vers ce lieu que personne ne comprenait vraiment. Et cette nuit-là, le mystère allait enfin commencer à se révéler. La nuit enveloppait le village d'un silence épais, presque irréel, comme si tout retenait son souffle. L'enfant avançait lentement, le cœur battant contre sa poitrine, essayant de ne pas faire craquer les brindilles sous ses pieds. Devant lui, la silhouette de Toby se découpait à peine dans l'obscurité. Toby marchait sans hésitation, comme s'il connaissait chaque pierre, chaque racine, chaque détour du chemin. Il ne se retournait pas, il ne ralentissait pas. Son pas était régulier, presque mécanique. L'enfant gardait des distances, il avait peur, mais la curiosité était plus forte. Plus il avançait, plus l'air semblait devenir plus frais, plus lourd, comme chargé d'une présence invisible. Les bruits habituels de la nuit, les insectes, le vent, semblaient s'éteindre peu à peu. Puis ils arrivèrent. Le Marigot, un endroit ancien, entouré d'arbres de forme tordue, dont les branches semblaient se pencher comme s'il observait ce qui s'y passait. L'eau était sombre, immobile, presque noire sous la faible lumière de la lune. Toby s'arrêta. L'enfant se cacha derrière un tronc, retenant sa respiration. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis, lentement, Toby sortit quelque chose, une vieille calebasse, usée, craquelée, mais visiblement précieuse. Il la tenait avec un soin particulier, comme avec respect. Ensuite, il s'agenouilla au bord de l'eau. Et là, il commença à murmurer, des mots incompréhensibles, des phrases répétées, un langage que l'enfant n'avait jamais entendu. Ce n'était pas une prière ordinaire, ce n'était pas une chanson, c'était autre chose.
C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. L'enfant sentit un frisson parcourir tout son corps. Il voulait partir, mais il ne pouvait plus bouger, comme si ses pieds étaient ancrés au sol. Toby plongea lentement la calebasse dans l'eau. Le geste était lent, précis, contrôlé, comme un rituel. Il remplit la calebasse, puis la leva légèrement et continua à murmurer. Ses paroles semblaient suivre un rythme, une cadence, comme si chaque mot avait une importance exacte. Puis il porta la calebasse à ses lèvres et but, lentement, très lentement, comme s'il savourait chaque goutte, comme si cette eau avait une valeur particulière. À ce moment précis, le vent se leva légèrement, les feuilles frémirent, et l'enfant eut l'impression d'entendre autre chose, pas seulement la voix de Toby, mais comme des échos, comme si le marigot lui-même répondait. Il cligna des yeux, inquiet, confus. Mais Toby continua. Encore, et encore, le même geste, la même eau, les mêmes mots. Puis, soudain, il s'arrêta. Un silence brutal tomba. Même le vent s'éteignit. Toby resta immobile, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. L'enfant retint son souffle. Il avait l'impression d'être découvert. Mais Toby ne bougea pas. Après quelques secondes, il se releva, lentement, avec la même précision. Il regarda l'eau une dernière fois, puis rangea la calebasse et se retourna. L'enfant se plaqua contre l'arbre. Son cœur battait si fort qu'il pensait que Toby pouvait l'entendre. Les pas approchaient, puis passèrent, sans s'arrêter, sans hésiter. Toby repartait, comme si rien ne s'était passé, comme si cette scène n'existait que dans l'ombre. L'enfant resta caché encore longtemps, très longtemps, trop longtemps. Il n'osait plus bouger. Ce qu'il venait de voir n'avait aucun sens. Mais une chose était certaine, ce n'était pas normal, ce n'était pas naturel, ce n'était pas juste de l'eau. Finalement, il trouva le courage de rentrer. Chaque bruit le faisait sursauter, chaque ombre lui semblait vivante. Lorsqu'il arriva chez lui, tout le monde dormait, comme si le monde n'avait pas changé. Mais lui, il n'était plus le même. Il s'allongea, mais ne dormit presque pas. Les images revenaient sans cesse. La calebasse, les mots, l'eau, le silence, le regard de Toby. Les jours suivants, il observa Toby différemment. Il ne voyait plus un bienfaiteur. Il voyait quelqu'un qui cachait quelque chose de lourd, de dangereux. Il hésita à parler, plusieurs fois, mais il se retenait. Qui allait le croire? Un enfant contre un homme respecté par tous? Il garda le silence, mais le silence devint trop lourd. Chaque visite de Toby rendait les choses plus étranges, plus inquiétantes. L'enfant commença à remarquer d'autres détails. La façon dont Toby regardait parfois le village, comme s'il l'évaluait, comme s'il mesurait quelque chose. Les moments où il s'isolait, les instants où son regard devenait absent. Tout semblait calculé, et cela faisait peur. Puis un jour, lors d'un repas en famille, la tension devint trop forte. Les adultes parlaient du milliardaire, comme toujours. Certains le louaient, d'autres restaient silencieux. Et sans vraiment réfléchir, l'enfant parla. Au début, sa voix était faible, hésitante. Puis les mots sortirent, un à un. Il raconta tout. La nuit, la marche, le marigot, la calebasse, les murmures, le silence. Les regards se figèrent, les conversations s'arrêtèrent. Personne ne ria, personne ne coupa. Car dans sa voix, il n'y avait pas de mensonge, pas d'exagération, juste de la peur, une peur sincère. Et en l'écoutant, quelque chose changea, dans la pièce, dans les regards, dans les esprits. Ce n'était plus une simple histoire, c'était un signal, un avertissement. Et sans le savoir, l'enfant venait de briser le silence, un silence qui protégeait un secret qui ne pouvait plus rester caché. Et ce soir-là, dans cette maison, une décision invisible commençait à naître, une décision qui allait bientôt dépasser les murs de la famille et atteindre tout le village. Le silence qui suivit les paroles de l'enfant ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas un simple moment d'hésitation ou de doute, mais une suspension du temps, comme si chacun dans la pièce tentait de donner un sens à ce qu'il venait d'entendre. Les adultes échangèrent des regards lourds. Aucun ne parlait, mais tous comprenaient que quelque chose venait de basculer.
Ce que l'enfant avait décrit avec tant de précision ne pouvait pas être ignoré. Sa mère fut la première à reprendre la parole. Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une inquiétude profonde, ancienne, comme si elle reconnaissait enfin quelque chose qu'elle avait toujours pressenti sans jamais pouvoir le nommer. Elle posa des questions à l'enfant, des questions précises. Où exactement? À quelle heure? Quels mots avait-il entendus? Chaque réponse renforçait le malaise. Plus il parlait, plus les détails devenaient troublants. Un oncle assis dans un coin se redressa lentement. Il était connu pour son calme, pour sa prudence, mais aussi pour sa connaissance des choses que l'on ne dit pas ouvertement. Lorsqu'il parla, sa voix était grave. Il ne nia pas, il ne rassura pas. Il dit simplement que certaines pratiques existent, même si on préfère les ignorer. La pièce se refroidit. Une tante murmura que Toby avait toujours été différent, même enfant. Pas méchant, non, mais distant, observateur, comme s'il voyait le monde autrement. Un autre ajouta que sa richesse avait toujours été trop rapide, trop parfaite, trop inexplicable. Peu à peu, les souvenirs remontèrent, des détails oubliés, des comportements passés inaperçus. Tout semblait s'assembler, comme les pièces d'un puzzle que personne n'avait voulu compléter. La mère de l'enfant prit une décision. Elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Le lendemain, elle parla à une voisine de confiance. Puis cette voisine en parla à une autre. Et très vite, le murmure se répandit, discrètement, mais rapidement. Dans le village, les discussions changèrent de ton. On ne parlait plus seulement des dons de Toby. On parlait de la nuit, du marigot, des murmures. Des regards inquiets apparaissaient. Les anciens furent informés. Ils écoutaient, sans interrompre, sans juger. Mais leurs visages se fermèrent, car eux savaient. Ils savaient que certaines choses ne doivent jamais être prises à la légère. Et surtout, ils savaient que lorsqu'un déséquilibre touche tout un village, il faut agir. Une réunion fut organisée. Pas une réunion publique, pas encore. Une rencontre discrète, avec les figures les plus respectées, les plus sages, les plus expérimentées. L'enfant fut invité. Il raconta encore, plus lentement, plus en détail. Cette fois, personne ne douta. Personne ne remit en question ses paroles, car, au fond, beaucoup avaient déjà commencé à soupçonner quelque chose, mais ils n'avaient jamais eu de preuves. Jusqu'à maintenant. Un long silence suivit. Puis l'un des anciens prononça un mot que personne n'attendait, mais que tous redoutaient. Tradipraticien. La décision fut immédiate. Il devait vérifier. Pas accuser, pas juger, mais comprendre. Le tradipraticien fut contacté. Un homme respecté, connu pour sa sagesse et sa capacité à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Il arriva 2 jours plus tard. Son entrée dans le village ne passa pas inaperçue. Certains ressentirent un relâchement, d'autres une peur silencieuse. Il ne parla pas beaucoup. Il observa les visages, les attitudes, les lieux. Puis il demanda à voir l'enfant. Ils discutèrent seuls, longtemps, très longtemps. Personne ne sut exactement ce qui fut dit. Mais lorsque le tradipraticien sortit, son regard avait changé. Il n'était pas surpris, il n'était pas choqué, il était certain. Il demanda à être conduit au marigot, sans bruit, sans annonce, juste quelques anciens avec lui. Ils y allèrent en fin de journée. Le lieu semblait calme, trop calme. Le tradipraticien s'approcha de l'eau. Il ne la toucha pas immédiatement. Il observa, longtemps, puis il ferma les yeux et resta immobile. Le vent se leva légèrement, les feuilles bougèrent, comme si le lieu lui-même réagissait à sa présence. Après un moment, il s'agenouilla, toucha l'eau, puis la retira brusquement, comme s'il avait confirmé quelque chose. Il ne parla pas tout de suite. Il se releva, regarda les anciens, et dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Ce qu'il dit ensuite fut simple, court, mais lourd de conséquences. L'enfant disait la vérité, mais ce n'était pas tout. Ce qui se passait ici était ancien, structuré et dangereux. Un silence profond s'installa. Les anciens comprirent immédiatement. Ce n'était pas un simple comportement étrange, c'était un rituel, un système, quelque chose qui liait Toby au village d'une manière invisible. Et cette liaison avait un prix que le village payait depuis trop longtemps. Le tradipraticien expliqua sans entrer dans tous les détails. Il parlait d'équilibre, d'énergie, de transfert,
de pratiques qui permettent à certains de prospérer en prenant ailleurs. Chaque mot tombait comme une pierre, lentement, mais lourdement. Alors tout devint clair. La richesse de Toby, la pauvreté du village, les dons, les nuits, le marigot, tout était lié, tout faisait sens. Mais c'était un sens dangereux, un sens qu'il fallait briser. Les anciens se consultèrent. La décision ne fut pas facile, car elle impliquait un affrontement avec un homme puissant, un homme respecté, un homme dont dépendait désormais une grande partie du village. Mais ils n'avaient plus le choix, car continuer ainsi signifiait disparaître lentement. Ils décidèrent de convoquer Toby, officiellement, devant tout le village. Pas pour l'accuser immédiatement, mais pour lui demander des explications, pour lui donner une chance de parler, mais aussi pour le confronter à la vérité. Le message fut envoyé, simple, direct, clair. Toby devait se présenter. Cette fois, ce ne serait pas une visite ordinaire, ce ne serait pas une distribution, ce ne serait pas un moment de reconnaissance. Ce serait autre chose, quelque chose de plus lourd, quelque chose de décisif. Le jour de la convocation approchait, et dans le village, l'atmosphère changea. Les regards devinrent méfiants, les conversations plus rares, les sourires disparurent. Même ceux qui dépendaient des dons commencèrent à douter, car une question s'imposait désormais à tous. Et si tout cela avait un prix? Et si ce prix était leur propre vie, leur propre avenir? Le jour arriva. Le soleil était haut, mais l'air semblait lourd, trop lourd, comme avant une tempête. Le village se rassembla. Les anciens étaient là, le tradit praticien aussi. L'enfant restait en retrait, observant. Et au loin, une voiture apparut. La voiture de Toby. Mais cette fois, personne ne se précipita. Personne ne sourit. Personne n'applaudit. Car tout le monde savait que ce jour-là, la vérité allait être demandée. Et que quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais comme avant. La voiture de Toby s'arrêta lentement au centre du village, soulevant un léger nuage de poussière qui mit du temps à retomber, comme si même l'air hésitait à révéler ce qui allait suivre. Tous les regards étaient fixés sur lui, mais cette fois, ce n'était ni l'admiration ni la reconnaissance qui dominait. C'était l'attente, une attente lourde, presque accusatrice. Toby descendit du véhicule avec son calme habituel, ajustant légèrement ses vêtements, comme il le faisait toujours, mais quelque chose dans son regard trahissait une tension nouvelle. Il comprit immédiatement que cette visite n'était pas comme les autres. Personne ne s'approcha pour recevoir des dons. Personne ne tendit la main. Personne ne sourit. Le silence l'accueillit. Un silence dur. Un silence qui posait déjà une question sans la formuler. Il avança lentement, ses pas résonnant dans cet espace devenu étrangement hostile. Ses yeux parcoururent la foule, cherchant un visage familier, un signe de normalité, mais il n'y trouva que des regards fermés. Le chef du village se leva. À ses côtés, le tradit praticien restait immobile, droit, observant Toby avec une intensité qui ne laissait aucune place à l'esquive. On invita Toby à s'approcher. Il obéit, sans discuter, mais à mesure qu'il avançait, quelque chose en lui se contractait, comme si une partie de lui savait déjà. Le chef parla, sa voix était calme, posée, mais chaque mot portait un poids immense. Il ne cria pas, il n'accusa pas directement, il posa une question simple. D'où vient réellement ta richesse, Toby? Un murmure invisible traversa l'assemblée. Tous attendaient. Toby resta silencieux, pendant quelques secondes, puis il esquissa un léger sourire, un sourire maîtrisé, presque habituel. Il parla de travail, d'intelligence, de stratégie, de sacrifice, des réponses logiques, parfaitement construites. Mais personne ne réagit, personne n'acquiesça, car cette fois, ce n'était pas suffisant. Le tradit praticien fit un pas en avant. Son regard ne quitta pas Toby, et lorsqu'il parla, sa voix était basse, mais tranchante. Il mentionna le marigot, la nuit, la calebasse, les incantations. Chaque mot tombait comme un coup. Le visage de Toby changea, très légèrement,
mais suffisamment pour être remarqué. Le silence devint encore plus lourd. Toby tenta de se ressaisir. Il nia, il minimisa, il parla d'erreur, d'incompréhension, mais ses mots perdaient leur force, car en face de lui, il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus d'ignorance, seulement une vérité qui attendait d'être confirmée. Le tradit praticien s'approcha encore. Il ne leva pas la voix, mais ses paroles étaient précises, impossibles à éviter. Il décrivit le rituel, sans que Toby l'ait expliqué. Il parla du transfert, de l'équilibre rompu, du lien entre la prospérité de l'un et l'appauvrissement des autres. À cet instant, quelque chose se brisa dans le regard de Toby. Un silence, puis un soupir, long, lourd, comme un abandon. Il regarda autour de lui, le village, les visages, les anciens, et il comprit qu'il n'y avait plus d'issue, plus de mensonge possible. Alors il parla. Sa voix n'était plus assurée. Elle était différente, moins contrôlée, plus réelle. Il avoua tout. Il expliqua comment des années auparavant, alors qu'il cherchait à réussir coûte que coûte, il avait rencontré quelqu'un, un homme, ou peut-être plus que ça. Quelqu'un qui lui avait montré un chemin, un moyen, un rituel, un échange. Il pouvait devenir riche, très riche, mais cette richesse ne viendrait pas de nulle part. Elle viendrait de quelque part, d'un lieu, d'un groupe, d'une source, le village, le marigot. Chaque semaine, il devait revenir, répéter les gestes, prononcer les mots, puiser l'eau, boire, et à travers ce rituel, prendre ce qui ne se voyait pas, mais qui existait. La vitalité, la chance, la prospérité, tout ce qui faisait vivre le village. En échange, il donnait, pour maintenir l'équilibre apparent, pour calmer les soupçons, pour garder le silence. Les murmures parcoururent la foule. Certains reculèrent, d'autres baissèrent les yeux. La colère monta, mais aussi la peur, car ce qu'ils entendaient dépassait tout. Le chef resta silencieux, mais son regard était dur, très dur. Le tradit praticien intervint. Il expliqua que ce type de lien pouvait être brisé, mais pas sans conséquence, pas sans retour, car ce qui est pris doit être rendu, d'une manière ou d'une autre. Toby comprit. Son visage pâlit. Il tenta de négocier, de proposer plus d'argent, plus d'aide. Mais cette fois, cela n'avait plus de valeur, car le problème n'était plus matériel, il était profond. Les anciens prirent leur décision. Le rituel devait être stoppé, immédiatement. Le tradit praticien demanda qu'on l'accompagne au marigot, avec Toby, sous surveillance. La foule suivit à distance. Le lieu semblait différent, plus lourd, plus chargé, comme s'il savait ce qui allait se passer. Le tradit praticien commença. Des gestes précis, des paroles fortes, pas les mêmes, pas pour prendre, mais pour rompre. Toby était là, debout, immobile, regardant, impuissant. On lui demanda de sortir la calebasse. Ses mains tremblaient. Pour la première fois, il hésita, mais il n'avait plus le choix. Il la sortit, la regarda, longuement, puis la tendit. Le tradit praticien la prit, l'observa, puis sans hésitation, la brisa. Le son résonna, sec, définitif, comme une rupture, comme une fin. Puis il versa l'eau restante sur le sol et continua le rituel. Un vent se leva, plus fort cette fois. Les arbres bougèrent, l'eau du marigot trembla, et pendant un instant, tout sembla vibrer. Puis, le calme revint. Un calme étrange, mais différent, comme après une tempête. Le tradit praticien se releva, et sans regarder Toby, il dit simplement « C'est terminé ». Mais dans ses yeux, il y avait une certitude. Ce qui venait de se passer n'était pas sans conséquence. Et tandis que le village commençait à comprendre l'ampleur de ce changement, Toby, lui, ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti depuis longtemps. Un vide, profond, brutal, comme si tout ce qui le portait venait de disparaître. Et sans le savoir encore, ce moment marquait le début d'une chute. Une chute lente, mais inévitable. Tandis qu'ailleurs, quelque chose commençait déjà à revenir, silencieusement, progressivement. Dans le village, une force, une énergie, une vie, qui n'attendait qu'une chose, reprendre sa place.
Le lendemain du rituel, le village se réveilla dans un silence inhabituel, comme si chacun attendait de voir si quelque chose avait réellement changé. L'air semblait plus léger, mais personne n'osait encore y croire. Les premiers à sortir furent les anciens. Ils observèrent le ciel, les arbres, la terre, avec une attention particulière, comme s'ils cherchaient des signes invisibles aux autres. Toby, lui, ne dormit presque pas cette nuit-là. Dans la pièce où il s'était retiré, il ressentait un vide étrange, une absence brutale de quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris, mais dont il dépendait entièrement. Au lever du jour, il tenta de reprendre ses habitudes. Il vérifia son téléphone, consulta ses affaires, passa des appels. Mais déjà, quelque chose n'allait pas. Un contrat important venait d'être annulé, sans explication claire. Il fronça les sourcils. Cela ne lui ressemblait pas. En ville, les nouvelles circulaient vite, des partenaires hésitaient, des clients retardaient leurs décisions, des opportunités qu'il croyait acquises semblaient soudain incertaines. Pour la première fois depuis longtemps, Toby ressentit une instabilité. Pendant ce temps, au village, une femme sortit tôt pour inspecter son champ. Elle s'arrêta net en découvrant que certaines plantes semblaient plus vigoureuses que la veille. Elle ne dit rien, pas encore, mais elle observa. Un autre homme, habitué à rentrer bredouille de ses activités, trouva ce jour-là plus que d'habitude. Pas énormément, mais suffisamment pour remarquer une différence. Les signes étaient subtils, presque imperceptibles, mais ils étaient là. Toby décida de rentrer en ville plus tôt que prévu. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Sur la route, il resta silencieux, concentré, essayant de rationaliser ce qu'il ressentait. Arrivé en ville, les choses empirèrent. Un projet s'effondra, un investisseur se retira, une livraison échoua. Tout semblait se désynchroniser, comme si la précision qui guidait autrefois ses actions avait disparu. Il tenta de compenser, de réfléchir, d'analyser, mais ses décisions, autrefois parfaites, devenaient incertaines. Et pour la première fois, il douta. Au village, les jours passaient et les changements devenaient plus visibles. Les champs reprenaient vie, les activités redémarraient, les échanges revenaient. Les gens travaillaient à nouveau, non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils en voyaient enfin le résultat. La dépendance commença à disparaître, les discussions changeaient. On parlait moins de Toby et plus du village, de ce qu'il pouvait redevenir. Les enfants riaient davantage, les femmes retrouvaient leur énergie, les hommes reprenaient confiance. Quelque chose renaissait, lentement, mais sûrement. Toby, lui, plongeait. Ses finances chutaient, ses comptes se vidaient, ses contacts se faisaient rares. Ceux qui l'admiraient autrefois prenaient leur distance, car la réussite attire, mais l'échec isole. Il tentait de comprendre, il repensa au rituel, au marigot, à la calebasse, et pour la première fois, il réalisa l'ampleur de sa dépendance. Sa richesse n'était pas la sienne, elle était empruntée, et maintenant, elle était reprise. Les jours devinrent difficiles, très difficiles. Il vendit des biens, réduisit ses dépenses, mais la chute continuait, implacable. Pendant ce temps, au village, une réunion fut organisée. Mais cette fois, ce n'était pas pour accuser, ni pour juger, c'était pour reconstruire. Les anciens parlèrent, ils rappelèrent les erreurs, la dépendance, l'oubli du travail. Ils insistèrent sur une chose, plus jamais dépendre d'un seul homme, plus jamais fermer les yeux, plus jamais ignorer les signes. Le village écouta et comprit. Un nouvel équilibre se mit en place, basé sur le travail, sur l'entraide, sur la vigilance. Toby, affaibli, revint une fois, pas avec des dons, pas avec de la richesse, mais avec un regard différent, un regard brisé, fatigué. Il observa le village et il vit. Il vit ce qu'il n'avait jamais vraiment regardé, la vie. La vraie, pas celle qu'il contrôlait, mais celle qu'il avait volée. Personne ne s'approcha de lui, mais personne ne le chassa non plus, car la leçon était déjà faite. Il resta quelques instants, puis repartit, sans bruit, sans regard en arrière, et cette fois, personne ne l'attendit. Les saisons passèrent, le village prospéra, pas de manière spectaculaire, mais de manière stable, réelle. Les récoltes étaient bonnes, les activités solides, la vie équilibrée, et surtout, elle leur appartenait. Toby, lui, disparut progressivement des discussions. Son nom devint un souvenir, une histoire, un avertissement. Les anciens racontaient, aux plus jeunes, pas pour faire peur, mais pour enseigner, que toute richesse a une origine, que tout gain a un prix, et que ce qui est pris dans l'ombre revient toujours à la lumière. Le marigot, lui, resta, mais il n'était plus le même.
Il n'inspirait plus la crainte, mais le respect. Un respect ancien, un respect profond. Et dans le silence de ce lieu, une vérité demeurait, invisible, mais présente. L'équilibre avait été brisé, puis restauré, et le village désormais savait qu'il fallait le protéger, toujours, car certaines erreurs ne doivent jamais être répétées.